dimanche 21 janvier de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous en ce précieux jour dominical l'honorable Gildas Agoncan. Bonjour. Vous êtes honorable député donc à l'Assemblée nationale, membre de la 7e législature. Vous êtes de la commission éducation et affaires sociales. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons sur notre plateau. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nader Dion, honorable Gildas Agoncan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans le pays, jeudi dernier, vous avez suivi, tout comme tout Béninois, la décision de la Cour constitutionnelle qui casse la loi portant retrait du droit de grève à certains agents permanents de l'État, dont les magistrats et les agents de la santé. Ayant participé au vote de cette loi à l'Assemblée nationale, alors quelle est votre perception sur cette décision de la Cour constitutionnelle? Avant de propos, je voudrais, puisque nous sommes encore dans le contexte du mois de janvier, formuler à vous, à votre direction, à l'ensemble des techniciens de cette échelle-là, les vœux les meilleurs, pour que véritablement nous nous portions mieux, pour que notre pays puisse se porter bien. Vous évoquez tantôt la décision de la Cour qui vient remettre en cause le vote des députés qui allait dans le sens de la suppression, ou j'allais dire la remise en cause des droits de grève, c'est un nombre de corps de notre pays. Je crois que c'est une décision qui vient quand même, qu'on soit pour ou contre, qui vient un peu pour apaiser le climat social. La tension s'enflaire et chacun de nous se demandait quel sera l'avenir pour notre pays. Les députés que nous sommes, en tout cas ceux de la majorité parlementaire, en recherchant la conciliation entre les effets majeurs d'une grève qui, véritablement, dans notre pays, a eu des répercussions énormes, des résultats tangibles en matière de conditions de vie des travailleurs, en matière de renforcement de la démocratie. Les grèves ont eu des résultats tangibles que chacun de nous a pu apprécier. Mais au même moment, les grèves, quelquefois dans leur abus, dans leurs exagérations, ont créé des problèmes dommageables pour la quiétude sociale. Ont créé des problèmes dommageables pour le prolongement, la continuité du service public. Le législateur devait décider entre ces deux extrémités. Nous avons estimé qu'il fallait interdire la grève à un certain nombre de corps. Bien entendu, nous, notre activité, c'est faire la loi, mais heureusement qu'en dessous de nous, il y a une autre structure constitutionnelle qui vient nous dire si nous avons bien fait, si nous avons mal fait, et nous sommes prêts à observer religieusement ce que la Cour aurait décidé. Si la Cour nous demande aujourd'hui, comme ça, c'est le cas, de revenir à un encadrement de la grève, de ne pas considérer la grève comme quelque chose qu'on peut suspendre pour tel ou tel corps, mais qu'il faille le recadrer. Je crois que c'est une décision salutaire qu'il faille analyser et nous replonge encore dans le rôle législatif qui est le nôtre. Moi, je n'ai pas d'appréhension par rapport à cette décision. Je ne me sens aucunement dans une image de victoire ou de perdant, mais je crois que c'est un exercice logique que la démocratie se sent renforcée. Encore que c'est une petite victoire pour la démocratie, parce qu'on demande d'encadrer un tout petit peu le droit de grève au Bénin, ce que la Cour a demandé aux députés de faire. Mais c'est à croire que le Parlement ne consulte pas effectivement la Constitution avant de passer au vote des lois, parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été à controverse, déclarées non conformes ces derniers temps par la Cour constitutionnelle. Beaucoup non. Beaucoup de lois non. Quelques. Il y a quelques lois pour lesquelles la Cour constitutionnelle a demandé des ajustements. C'est-à-dire qu'on dit, pour l'essentiel, c'est conforme, pour tel article, il faut revenir. Mais ce que je vais dire, si le Parlement devait faire tout de façon conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle n'existerait pas. Je crois. C'est parce qu'on est persuadé qu'au Parlement, c'est vrai, c'est une représentativité nationale avec des compétences dans tel ou tel domaine, mais nous ne sommes pas, à l'absolu, des juristes, des constitutionnalistes. Nous ne sommes pas des sages pour dire les choses franchement. Donc c'est parce que le constitutionnel béninois a fait le constat que le Parlement, dans sa volonté de faire la loi, peut être quelquefois en porte-à-faux avec la Constitution, qu'on a mis en place une autre structure dans les décisions sans recours qui s'impose à toutes les institutions. Et la Cour constitutionnelle vient un peu pour jouer le rôle d'avant-garde en matière de constitutionnalité. Donc ce n'est pas parce que les parlementaires n'ont pas une connaissance. Vous savez, même les décisions de la Cour, nous sommes persuadés que si elles n'étaient pas sans recours, si elles ne s'imposaient pas à tout le monde, même dans certaines décisions de la Cour, il y a à redire. On trouvera à redire. C'est pour dire qu'en fixant
dans le dispositif constitutionnel, dans le dispositif institutionnel, le fait qu'il y a un Parlement, il y a un exécutif, il y a une Cour constitutionnelle qui vient un peu pour faire le contrôle de constitutionnalité et en même temps pour jouer un rôle de régulation dans le fonctionnement de l'institution, c'est une avancée importante que nous avons dans notre dispositif constitutionnel parce que ce n'est pas la même chose partout dans les autres pays. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité des parlementaires à faire la loi. Vous savez, notre Parlement aujourd'hui a d'excellentes personnalités de toutes les compétences. Et on ne peut pas dire que tout ce monde-là est totalement ignorant des réalités constitutionnelles, des réalités de droit. Mais, à un moment donné de l'histoire, nous faisons les choses en fonction de l'environnement, de réalités qui se posent à nous. Et il revient à la Cour constitutionnelle d'en décider. Et lorsque la Cour a décidé, on a beau ne pas être d'accord, on va exécuter. Parce que, je dis souvent, les décisions de la Cour sont sans recours, mais les décisions de la Cour ne mettent pas en berne le drapeau de l'analyse et de la réflexion. Alors parlons de l'animation de la vie politique ou du vote des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a certains de vos collègues députés, en l'occurrence l'honorable Valentin Diamantin, qui dénoncent une vassalisation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ils évoquent la thèse selon laquelle il y a une complicité entre l'exécutif et le Parlement, en l'occurrence les députés du bloc de la majorité parlementaire. C'est le contraire qui devait surprendre. S'il n'y a pas une complicité entre le gouvernement et les députés de la majorité, nous ne sommes plus en démocratie. Je veux qu'on me cite un instant. Oui, vous voulez que je réponde? Allez-y. Je voudrais qu'on me cite au monde aujourd'hui un pays de démocratie moderne où le Parlement, la majorité parlementaire n'est pas un prolongement de l'action gouvernementale. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est en Allemagne, c'est en Suisse, c'est en Grande-Bretagne. Non. Tous les pouvoirs, les exécutifs sont toujours à la recherche d'une majorité parlementaire. La majorité parlementaire existe comme prolongement de l'action gouvernementale. Et c'est comme ça dans toutes les démocraties. Je ne sais pas quelle est cette leçon qu'on veut donner à qui. La minorité existe parce que la majorité existe. Et la majorité existe parce que la minorité existe. Et moi, je souhaite qu'à côté de la minorité puisse avoir son discours, ses critiques, ses approches, pour nous amener, nous autres de la majorité, à être plus éveillés dans le rôle que nous jouons. Parce que, en démocratie, le gouvernement a besoin d'une majorité pour poursuivre les réformes. Supposons que le gouvernement actuel n'avait pas de majorité parlementaire. C'est un blocage. C'est la démocratie qui prend les actions du gouvernement. Ils sont bloqués. Donc, en réalité, les populations qui ont fait l'élection du président de la République souhaitent que son programme soit mis en œuvre. Dans la mise en œuvre de ce programme, il y a un certain nombre de réformes qu'il a appelé à faire. Ces réformes ont un volet législatif. C'est pour ça qu'on a besoin d'une majorité pour accompagner l'action gouvernementale. Appartenir à une majorité, ça ne veut pas dire qu'on est inintelligent. On perd toute sa capacité à faire de l'analyse. Simplement qu'il y a des analyses que nous pouvons faire, que nous ne pouvons plus faire en public. Nous avons des leçons, nous avons des corrections, nous avons des amendements à faire à l'action gouvernementale. Mais on ne peut plus faire cela comme les députés de la minorité voulaient le faire. Je prends le cas du vote du budget. Nous avions, après les amendements, après 2 mois de travail assidu, voté le budget du Parlement. Les députés de la minorité, bien que les amendements formulés ont été pris en compte par le gouvernement, ont voté contre. C'est leur droit le plus absolu. Et je pense qu'en votant contre, ils ne veulent pas dire que les actions contenues dans le budget sont des actions inutiles pour les populations. Mais ils veulent certainement dire qu'ils ont des doutes sur la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ces actions-là. Il nous revient, nous de la majorité, il nous revient au gouvernement de faire en sorte pour que le doute de la minorité soit levé pour le bien de nos populations. Donc je voudrais que dans une démarche pédagogique, on retienne une fois de bon. Je le dis toujours aux collègues de la minorité, il n'y a aucun mal pour la démocratie qu'il existe une majorité qui soit le prolongement de l'action gouvernementale. C'est ainsi au Bénin, c'est ainsi en France. En France, Macron a été élu. Vous voyez ce qui se passe en France au Parlement français? Le groupe En Marche, c'est toute une majorité. Ce n'est pas parce que ce groupe existe que ceux qui sont proches de Laurent Wauquiez vont dire, ils parlent, ils s'expriment. Ceux qui sont proches de Mélenchon, ils parlent, ils s'expriment. Mais c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Donc les gens qui sont de Wauquiez ou de Mélenchon ne diront pas que les autres sont de vassalisation. C'est une vision très étroite de la réalité démocratique. Et je crois que la minorité d'aujourd'hui deviendra certainement la majorité de demain. Et que la majorité de demain deviendra la minorité de... C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Il n'y a aucun mal. Moi, je n'ai aucune honte à dire que je suis dans l'accompagnement de l'action gouvernementale et qu'au Parlement, je suis le prolongement législatif de l'action gouvernementale. Aucun mal. Kadrach, vous avez une question? Ce qui dérange en fait votre collègue Valentin Diamantin, c'est qu'il y a des lois qui sont votées, qui sont quand même hétérodoxes, des lois qui sont des lois qu'il qualifie comme de scélérates.
Mais c'est lui, il a une appréciation. Honorable, est-ce que pour être plus précis, est-ce qu'on vous emmène des lois, vous ne les étudiez pas, vous votez comme ça, sans rien? Vous imaginez quand vous me voyez. L'exécutif, vous imaginez. C'est le prolongement. Je vous en prie, Quand vous me regardez, vous pensez que je suis une boîte à résonance? Non. Être membre de la majorité n'est pas être un godilot. Être membre de la majorité, c'est en fonction des informations que le gouvernement apporte. Nous faisons des observations, mais nous ne pouvons pas faire les observations comme les autres. C'est une question de cadre de travail. Ceux qui aujourd'hui sont dans ce jeu de dire, l'honorable Djenotin, moi j'ai du respect pour lui. Le soutien athlétique et bienveillant qu'il a fait sous Yahi, pourquoi ne voudrait pas-il que d'autres aussi fassent un soutien athlétique et bienveillant pour Talon? Je ne sais pas. Je crois que nous devons faire une pédagogie dans la politique de notre pays. Nous ne devons pas évoluer en fonction de telle ou telle position de l'heure. Globalement, depuis 1990, la démocratie vit de l'existence d'une minorité et d'une majorité. Et un gouvernement, aussi bien au Bénin, en France, aux États-Unis, en Suisse, en Grande-Bretagne, a besoin d'une majorité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Le président Trump est à la recherche permanente des majorités. En Allemagne, si le Merkel n'a pas encore pris, c'est parce qu'on est à la recherche d'une majorité pour soutenir l'action du gouvernement. Donc, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucune remise en cause de la démocratie quand c'est pas comme l'essentiel. C'est qu'on tienne compte des critiques, des apports, des réflexions de la minorité. Parce que la vitalité de la minorité est un stimulant pour l'action gouvernementale. Nous allons rester à l'Assemblée nationale. On a observé récemment un géant sitting et on a finalement l'impression que le Parlement est devenu la cible des syndicalistes et des opposants. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas nouveau. C'est ainsi au Bénin. Ça va être ainsi en France, ça va être en Allemagne. Regardez à l'arrivée de Macron, où il a décidé de mettre en application une décision par ordonnance. Il y a eu des marches, des marches. Toutes les centrales syndicales en France ont marché. CF, SFIO, Force ouvrière, marché. Et il a fait passer sa dynamique. Donc, il n'y a aucun mal à ce que, par rapport à une situation donnée, par rapport à un vote parlementaire, des syndicats qui sont des forces de contre-pouvoir puissent venir s'exprimer, puissent venir éveiller nos consciences, puissent venir nous dire, attention, la direction que vous prenez, ce n'est certainement pas la bonne. C'est leur appréciation. Et je veux, au-delà de nos différences, devons respecter l'appréciation des autres. Là aussi, c'est une pédagogie. Et je dis aux syndicalistes, quand ils lancent les actions de grève, vous pensez que toutes les fois où ils lancent la grève, nous sommes contents, nous sommes d'accord, toutes les populations sont d'accord, mais nous subissons. Nous subissons. Donc, chacun doit, dans la posture institutionnelle qui est la sienne, doit savoir respecter les autres, mais accomplir sa mission. Donc moi, je vois tout ce que j'ai vu comme marche, soulèvement, protestation au Parlement, comme des actions de vitalité de notre démocratie. Et vous souhaitez que ça soit ainsi, de tout temps. Il ne faut pas être gêné. Moi, je suis de la majorité. Je suis en lien avec l'action gouvernementale. Je soutiens l'action gouvernementale. Mais à côté de ça, je souhaite que toutes les fois où, dans nos prises de décision, qu'il y ait d'autres sons de cloche qui viennent nous dire, attention, on pourrait faire autrement. Tout cela doit se faire dans l'élégance, sans intoxication, sans injure. C'est ça qui donne la logique de la paix, la vitalité de notre démocratie. Le président Adrien Onguédi a eu à tenir, lors de la présentation de vœux des présidents des institutions au chef de l'État tout au long de cette semaine, il a eu à tenir des propos qui sont qualifiés quand même de propos visant à être un disciple du chef de l'État, Patrice Talon, parce qu'il parle de l'héritage d'un État fragmenté, un État où les valeurs républicaines étaient quand même bafouées à l'époque. Il fait un bilan de la gestion du président Boni Yahi. Et alors, vous pensez que c'est nouveau pour Adrien Onguédi? Regardez le parcours de l'homme. Souvent, aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, l'opinion parle du président Onguédi comme quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ce pays. Depuis 1990, à la conférence nationale, il était venu comme l'homme qui devait être le Premier ministre. Parce qu'on était dans une conjoncture financière et économique, on a préféré Nicéphore Sougoulou. De 1991 à 1996, il a fait de l'opposition. Au moment où d'autres étaient au beurre. De 1996 à 2001,
il a fait une parenthèse d'1 an au gouvernement, il est parti. Les 4 ans, il a fait de l'opposition rigoureuse. Au moment où d'autres étaient au beurre. De 2011 à 2015, il a fait de l'opposition. De 2006 à 2011, il a fait de l'opposition à Yahya Boni. Au moment où d'autres étaient au beurre. De 2011 à 2015, il a fait de l'opposition. Au moment où d'autres étaient au beurre. Quelqu'un comme ça, que l'opinion veut transformer à un négativisme en matière de valorisation de la démocratie, c'est grave. Les propos qu'il a tenus, vous ne partagez pas ce diagnostic? Il y a 2 ans, on payait les salaires aux agents permanents. On n'était pas si... Il a même soutenu un candidat. Un instant, nous allons faire les pas choses... à pas, effectivement. Vous avez certainement le peuple a dit rupture et a souhaité que la rupture vienne au pouvoir. Rupture par rapport à quoi? Rupture par rapport à un certain nombre de pratiques. Ce n'est pas parce qu'on a payé les salaires que le pays n'était pas dans une sorte de déchirement. Regardez un peu. Oui, mais les thèmes il a exagéré avec les thèmes. Franchement, devant le président Talon. Qu'on pense que la caricature était un peu trop vive, soit. Mais c'est son appréciation. C'est son droit aussi. C'est son droit. Mais moi, je crois qu'il revient à d'autres personnes de donner la preuve que ce n'était pas cela. J'ai fait le constat que lorsque le président Yahya Boni venait au pouvoir en 2006, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On dit que nous étions complètement au bord de l'abîme, après les 2 mandats de Kérékou. Mais que dans l'analyse qu'il fait, dans le tableau qu'il peint de les 10 ans de Yahya Boni, sans être trop d'accord avec lui, je ne suis pas trop loin de son appréciation. Et ce n'est pas le fait qu'il ait soutenu le même candidat que Yahya Boni qu'il est d'accord avec le dégât qu'on met sur Yahya Boni. Mais personne ne s'est jamais prouvé les dégâts commis sur Yahya Boni. On a vu un commis Koutié qui est sorti, on a pu le vu le ministre Wadaï répliquer après. Donc personne ne nous a dit de façon claire, de façon précise, les dégâts commis sur Boni Yahi. Lorsque les gens de Yahi parlent, le pouvoir, on les entend plus. Mais ils sont tout le temps là à dire oui, les dégâts, mais les dégâts, il y a bien des papiers, il y a bien des preuves, il doit y exister des preuves lorsqu'on parle de dégâts financiers ou autres. Je ne serai pas négativiste en disant que Yahya Boni n'a rien fait. Je ne suis pas de cette école-là. C'est déjà rassurant. Je fais le constat qu'on ne peut pas diriger un pays pendant 10 ans et qu'on dit qu'il n'a rien fait. Les faits sont visibles, les infrastructures sont visibles. Il y a eu des améliorations dans les domaines donnés. Mais il y a eu des secteurs qui ont été complètement démantelés. Et certainement, c'est pour ces raisons-là que le président Ngouji fait cette caricature. Et tant que tout n'est pas fait. Et il reste encore. Rien n'est fait. Je pense qu'en le disant, ça n'a rien à voir avec une logique de s'inféoder à partir de ça. Non, du tout. Je sais qu'il y a une perception de loin qu'on fait sur le président Ngouji qui n'est pas du tout la posture qui est la sienne. En tout cas, moi je suis au Parlement, la conduite qu'il a du processus parlementaire, je ne vois pas, il y a, j'allais dire, une fracture entre ce qui est et ce que l'opinion pense. Il revient aussi au président Ngouji de voir quand même quelle est la forme de communication autour de lui pour que les actions, les bonnes, les meilleures qu'il montre aujourd'hui soient négativement perçues dans la société. Donc, je crois que c'est une question d'angle de communication. Et là, avec lui, un certain nombre de communicateurs qui doivent pouvoir refaire son image et dire ce qu'il fait et pour que, véritablement... Parce que c'est un grand homme, le président Ngouji. C'est un grand homme avec un parcours éloquent. Au-delà de grand homme, c'est un homme de qualité, un homme de valeur. Attends, moi, je le ressens. Moi, je suis à ma première expérience parlementaire. Je ne sais pas comment il a géré le Parlement, les autres parlements par le passé, mais ce qu'il en fait aujourd'hui, je fais le constat que dans le respect des textes de loi qui gouvernent le Parlement, je voulais souhaiter qu'il y ait mieux demain. Mais actuellement, il est dans la bonne dynamique. Alors vous êtes un soutien, nous allons laisser Adrien Mbedi en paix, puisque... On ne l'avait pas gardé. On va juste fermer ce dossier de Mbedi. Vous n'allez peut-être pas apprécier. Les réformes du chef de l'État, du président Patrice Talon aujourd'hui, à y voir de près, est-ce qu'à votre avis, elles sont porteuses d'avenir et d'espoir? Elles peuvent assurer un véritable développement pour la nation béninoise? Vous savez, quelqu'un a dit, et vous le savez bien, que les changements, même les plus souhaités, ont le part de mélancolie. Chacun de nous, à un moment donné de l'histoire, faire un diagnostic économique, diagnostic social, diagnostic environnemental. Et le diagnostic est clair qu'il y a des choses qu'on est obligé
de réformer au Bénin. Sur ce plan, nous sommes tous d'accord. Mais le vrai problème, c'est quelle est la forme de réforme à faire. Le Béninois aime les réformes. C'est une certitude. Mais il y a une seule condition. Que ces réformes ne touchent pas ses intérêts à lui. Toutes les fois que les réformes puissent concerner d'autres, le Béninois est prêt. Il faut réformer. Il faut réformer. On veut réformer le système éducatif, il faut réformer. Tant que je n'y suis pas. L'essentiel, c'est... Vous avez vu, je vais un clin d'œil. Ici, on a voulu faire cette réforme au niveau du secteur d'enseignement supérieur. Résistance, quelquefois. D'autres ont dit c'est bon, parce que ça ne les concerne pas. On va vouloir réformer la santé. Il y aura, d'autres vont dire c'est bon. Donc le Béninois est conscient que nous sommes obligés de faire les réformes. Mais on souhaite que ces réformes ne touchent pas. Donc il est important qu'aujourd'hui qu'on puisse savoir raison garder pour dire que le président de la République, vous savez, les réformes par nature rendent impopulaire l'initiateur des réformes. Et pour une fois, lorsqu'on a un président de la République qui n'a pas peur d'être impopulaire, c'est ça l'avantage, c'est ça l'audace. C'est ça. Comment on peut aimer être impopulaire? Oui, c'est un choix. C'est rare de voir des politiques, des hommes d'État. Tout le temps, l'homme d'État est dans la dynamique du populisme, la recherche permanente de la popularité. Monsieur Baptiste Talon, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On fait le constat qu'il s'engage sur des réformes hardies, soutenues, difficiles, qui rendent impopulaires. Et il dit, j'y vais quand même. Ça veut dire que à la limite, c'est quelqu'un que nous devrions forcément accompagner. Parce qu'il y aura les conséquences et les résultats de l'instant que nous pourrions déplorer, mais les résultats, les conséquences dans le temps que nous allons tous approuver. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est sur quel niveau nous devons agir pour que, dans le futur, il y ait un changement qualitatif et quantitatif dans le vécu du développement de notre nation. Donc moi, je crois que les réformes qu'il conduit aujourd'hui sont des réformes structurantes, des réformes profondes, dont nous sommes tous d'accord. Mais nous rechignons à accompagner parce que, fondamentalement, des intérêts sont heurtés. Et si vous voulez, on va citer plusieurs autres formes de réformes qui, véritablement, agissent. Tout le monde savait qu'il y a une pagaille au niveau du secteur de l'enseignement supérieur privé. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Je ne vous attirerai pas des fleurs à Isaïe pour dire que, tant bien que mal, vous faites les choses avec la manière. Mais nous sommes persuadés que des diplômes sortis de certaines écoles privées supérieures au Bénin sont vraiment des canulars. Mais tout le monde le sait. On ne veut pas y aller. C'est pas possible. Au niveau de la police, de la sécurité, soyons heureux de dire aujourd'hui au moins que on est fiers de voir nos agents de sécurité dans l'encadrement qu'ils font en matière de sécurité au Bénin. Mais par le passé, il y avait des problèmes. Mais il fallait avoir de l'audace. Lorsque des gradés de la sécurité ont été sanctionnés, ont été relevés, il faut avoir de l'audace pour faire ça. Parce que quand on le fait, on est impopulaire. Mais il le fait. Il y a eu cette opération qui a été un peu perçue, même par moi-même, comme une douleur, quelquefois. Les déguerpissements. Oui, peut-être que dans l'approche, il y a des choses à revoir. Mais dans le fond, on ne pouvait pas continuer par avoir ce qu'on a dans les grandes villes. Donc là aussi, c'est des réformes hardies et pointues qu'il doit faire. La réforme constitutionnelle. Vous avez vu la réforme constitutionnelle? Nous étions tous d'accord sur le diagnostic qu'il faut réviser la Constitution. Et le texte que le président Talon a proposé, le texte n'est pas mauvais. Le texte n'a rien à voir avec une remise en cause des acquis de la démocratie. Mais ce qui était en cause, c'était le contexte. C'est le contexte qui a déteint sur le texte. Je suis sûr que si cette réforme constitutionnelle avait été engagée à un moment où on n'avait pas fait les déguerpissements, il y aurait moins de récriminations. Si cette révision a été lancée à un moment donné, il n'y avait pas eu l'affaire de la cocaïne pure, je suis sûr qu'il y aurait moins de récriminations. S'il n'y avait pas eu l'opération Pangea 2, il y aurait, Pangea 9, j'allais dire, il y aura moins de récriminations. Donc, tout est question de contexte. Donc, les réformes qu'il courageusement engage aujourd'hui, je suis persuadé que c'est des réformes qui auront des répercussions positives pour le développement de notre pays à moyen et à long terme. Mais pour l'instant, il y a des souffrances, il y a des douleurs. Et lui-même le reconnaît, il ne s'en cache pas. Et comme il le dit souvent, je n'ai pas peur d'être impopulaire. L'essentiel, c'est que dans la finition, dans l'aboutissement, le Béninois soit moins heureux.
plus heureux, j'allais dire. Vous voulez poser une question, Oui, allez-y rapidement. Parlant des réformes, vous avez expliqué tout à l'heure que les réformes sont quand même bien fondées, mais est-ce qu'au niveau de leur mise en œuvre de leur pensée, est-ce qu'il n'y a pas quand même des couacs qui s'observent? Absolument. Absolument. L'honorable a dit, vous dites dans le... Je suis d'accord que dans la mise en œuvre, il y a des choses à revoir. Parce qu'en réalité, le président de la République, il ne fait pas les réformes pour lui. Il ne fait pas les réformes par lui seul. Il fait les réformes pour nous tous, avec nous tous. Donc la ressource humaine disponible n'est pas en dehors de la ressource humaine existante. Donc, on ne fera les réformes qu'avec les hommes. Et à ce niveau, il y a ce qu'on appelle les impondérables. Il y a des récriminations, des résistances. Donc tout cela, enfin, il revient qu'au niveau de l'action gouvernementale, on puisse, dans la mise en œuvre des réformes, avoir une planification plus judicieuse. Et ces choses-là, au fur et à mesure qu'on évolue, il faut faire des ajustements pour que l'objectif recherché par la réforme soit atteint. On ne fait pas les réformes contre les populations. Il fait les réformes pour que les populations se sentent mieux dans leur vécu d'aujourd'hui, dans leur vécu de demain. Alors, quelle lecture faites-vous de l'animation de la vie politique nationale depuis l'avènement du président Talon? Je crois que nous avions changé de prisme. On était dans ce que j'appelais la politique propagande. J'allais dire, comme disent les Congolais, dans l'agitation propagande, où tout était chanté, tout était magnifié. Vous voyez, je vais vous donner quelques exemples. Le président Talon est rentré à un moment donné tout malade. Il est allé aux soins, il est revenu. Certains ont dit qu'il est mort. Il est revenu comme un miraculeux. À une autre époque, l'aéroport de Kadjaoun sera inondé de monde. On va dépenser les fonds publics pour applaudir, pour encenser. On va chanter, on va danser, on va faire les messes, on va faire les prières. Et tout ça, c'est bon pour le social. Vous êtes de la commission affaires sociales. Attention. C'est des sources importantes de dilapidation de ressources publiques. Et vous le savez. Et vous le savez. On va imparter des gens avec quelques 1000, 2000 francs. C'est pas de notre culture par hasard, parce qu'on a une culture au Bénin. C'est d'autres qui s'empochent par 1000 francs, par 2000 francs, peut-être 1 million de francs. C'est ça qu'il faut corriger. Vous avez vu, nous avons voté une loi pour dire la grève, on ne peut pas continuer. À une autre époque, on aurait monté des politiques, maires, députés, ministres, tu aller sur le terrain, aller dire les syndicalistes sont mauvais, ils sont pas si, on les a fait ci, on les a fait ça, messes, récriminations. Ça ne se fait pas. Proche de la population. Ça ne se fait pas. Ça, c'est des changements qu'il faut. de gouvernance. Voilà, c'est pourquoi quand vous parlez de la gouvernance politique, je reviens sur la gouvernance politique. Donc, il y a une sorte de discrétion positive au service du développement que j'observe. C'est une forme de gouvernance. Et je crois que cette gouvernance-là... Sera peut-être école. Il y a eu des marches. À une autre époque, on va créer des contre-marcheurs qui vont embrouiller la marche légitime des syndicalistes. On va créer des contre-marcheurs. Ça a voulu se faire. Et le président a dit non. Là, on veut marcher, là, on veut grève, qui continue. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut capitaliser dans l'évolution positive de notre démocratie. Et c'est l'autre forme de gouvernance politique que nous observons. Il est clair qu'aujourd'hui, le système partisan est en difficulté. Parce que les partis politiques aujourd'hui se recherchent. On est dans une situation où il y a une transformation à venir. Et quelquefois, on s'inquiète. Tout ce qui est projection vers l'avenir crée des inquiétudes. Donc je dis qu'aujourd'hui, on n'a plus l'agitation propagande politique, on n'a plus la floraison. Je crois que progressivement, nous allons vers une responsabilisation de la classe politique. Il faut souhaiter que cela se passe ainsi, qu'il y ait une démarcation claire entre ceux qui sont dans l'action gouvernementale, ceux qui sont en contradiction, en opposition avec l'action gouvernementale, et tout cela participe à la vitalité de notre démocratie. Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Avant de revenir donc sur le volet éducation et affaires sociales, nous n'allons pas vous laisser partir sans me dire un mot sur l'affaire Taourenro. C'est quand même un député comme vous, un collègue. On a suivi un peu cette affaire de faux médicaments. Des tonnes de faux médicaments ont été récupérées à son domicile. En tant que député, comment avez-vous vécu ces images-là, ce jour-là? Comme un citoyen ordinaire. Comme un citoyen ordinaire qui fait le constat qu'un autre citoyen ordinaire, qu'il y avait cette situation que nous connaissons tous. Donc c'est pas un collègue? Je vous en prie.
il a beau être un collègue. Il a vécu comme un citoyen ordinaire, est-ce que l'honorable a dit? Avant d'être collègue, avant d'être député, tous les Béninois savent que dans ce secteur de médicaments non autorisés, pour parler ainsi, il y avait le monsieur Atao qui était à l'avant-garde. Et nous le disons tous, nous le dénonçons quelquefois, nous l'applaudissons quelquefois, quand ça arrange ici, quand ça arrange certains. Je voudrais rappeler que l'opération Pangea 9 est antérieure au processus de révision de la Constitution. Parce que beaucoup de nos compatriotes disent c'est parce qu'il n'a pas voté oui qu'on est allé le persécuter. Non. Vous êtes journaliste, vous êtes investigateur, faites l'enquête, vous comprendrez que l'opération Pangea 9 est antérieure au vote au Parlement. Ça veut dire que c'était en tant que rupturien. Parce que, ayant contribué à l'arrivée du président Talon, en tant que bon rupturien, qu'il a subi l'opération Pangea 9. C'est l'une des preuves que ce monsieur Patrice Talon ne fait pas les choses. L'audace quand même. L'audace est là. Alors, aujourd'hui, le collègue, le dossier est, a-t-on dit, aux mains des juridictions. Je souhaite qu'un jour ou l'autre, on puisse voir clair, situer les responsabilités. Et si notre collègue est dans une poursuite d'honnêteté, la justice lui reconnaisse. S'il est dans une poursuite de malhonnêteté, que la justice prenne les sanctions. Donc, je crois qu'on va progressivement dans un contexte que nul ne sera au-dessus de la loi. C'est ce que je peux dire en souhaitant que les choses se passent avec beaucoup de bonheur, pas pour les individus, mais pour la population. Kadra Chirou. Pour mettre un thème à cette émission, je vais quand même recueillir pour les chers amis internautes vos impressions ou vos perceptions sur l'éducation béninoise et le social à l'ère de la rupture. L'éducation béninoise est dans une situation où nous devions, ça nous préoccupe nous tous. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les différents régimes pour améliorer tant soit peu. Aujourd'hui, bon an, mal an, nous avions réglé, ou nous réglions progressivement les questions de ratio entre effectifs dans une salle de classe et nombre d'élèves, nombre d'écoliers. Il y a beaucoup de modules de classe qui ont été construits par tous les régimes. Et cet effort va se poursuivre. Il y a un problème dans le fond, c'est la qualité de l'enseignement qui est donné. Et je fais confiance aux sachants pour qu'ils puissent retrouver la ligne, l'idéal dans la ligne, pour que nous ne soyons plus à avoir sous la main une pléiade de diplômés sans emploi qui sont plus capables de s'insérer dans le tissu social, le tissu économique de notre pays. Donc c'est là tout le défi que le système éducatif doit relever aujourd'hui. Je crois que bon an, mal an, avec les réformes qui sont en cours, on pourrait trouver une solution pour que l'enfant, le jeune formé, le jeune diplômé soit capable de savoir faire quelque chose, de faire quelque chose de bien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faille revoir un peu les conditions de motivation du personnel enseignant. Je suis persuadé que l'enseignant du primaire, l'enseignant du secondaire aujourd'hui, leurs conditions de vie ne sont pas encore à la hauteur de l'engagement qu'ils donnent pour la réussite de nos enfants. Donc là, il y a un travail fondamentalement qu'il faut faire. Le gouvernement doit prendre cela comme un défi, améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail des enseignants, surtout au niveau primaire, au niveau secondaire. Il n'est pas normal que des établissements ne soient qu'à 4, 5, 10, 8% d'enseignants stables et que le grand nombre des enseignants soient des vacataires. Il faut trouver des formules pour encadrer tous ces vacataires-là en prenant en compte leur engagement, les conditions de vie et de travail qu'ils exercent sur le terrain. Donc ce que je viens dire et qui va dans le sens du social. Vous avez vu, le gouvernement du président Talon a fait quelque chose d'exceptionnel dont on ne parle pas. Les subventions aux enseignements, aux écoles primaires, les subventions aux établissements secondaires. C'est les subventions qui, quelquefois, par le passé, venaient en milieu d'année ou en fin d'année. Aujourd'hui, il y a un effort exceptionnel qui est fait pour qu'en début d'année, les subventions pour le fonctionnement des écoles, pour le fonctionnement des établissements soient une réalité. Au niveau des cantines scolaires, parce que nous sommes bien sûr à Cotonou, mais il y a beaucoup de zones où le pain quotidien, le seul repas chaud par jour n'existe pas encore. Et en renforçant le système des cantines scolaires, qu'on a multiplié par 3, par 4, aujourd'hui, c'est une action probante
pour l'engagement vers le social. Vous avez dit social, vous avez vu ce qu'on a appelé ici la césarienne gratuite. Oui, ça a été lancé avec le président Yaïboni. Mais quand vous regardez dans le fond, vous faites le constat que ça a laissé énormément de dettes. Aujourd'hui, toutes ces dettes ont été réglées. On a mis en place un dispositif pour ne plus revenir à ces dettes-là, de sorte que le kit soit disponible à temps et qu'il n'y ait pas de dettes par rapport à ces kits. Ça, c'est la réalisation dont on est obligé de parler. Malheureusement aussi, ça c'est un grief que je fais à l'action gouvernementale. L'action gouvernementale manque aussi de communication. Je ne parle pas de propagande, mais il faut dire ce qu'on fait. Et il faut faire ce qu'on dit. Rester dans la dynamique du Lionel Jospin qui veut qu'on ne puisse pas être dans le populisme, dans la propagande, mais dans la communication positive pour éveiller les consciences sur ce qui se fait au niveau jeune. Donc je crois que et l'éducation et le social vont de pair. Il faut renforcer ce tissu-là. Vous avez vu, il y a une réforme qui fait aujourd'hui un peu résistance, c'est la prise en charge au niveau de nos centres de santé. Nous sommes tous d'accord quand vous allez au CHU. Nous sommes tous d'accord quand dans les hôpitaux des zones qu'il y a des problèmes. Il faut trouver une formule pour que véritablement le citoyen lambda, dépourvu de moyens qui vient dans les centres de santé, quel accompagnement urgent il faut faire pour que ces solutions soient trouvées. Quand on regarde les centres de santé conventionnels, Saint-Luc, Boko, Tavougon, Kangueta, ceux qui vont là-bas, ce n'est pas les hommes riches, c'est les gens du bas peuple, mais qui sont bien pris en charge. Quelle formule il faut trouver pour que dans nos hôpitaux de zone, dans nos centres de santé, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au CNHU, on puisse avoir cette forme de gestion pour que la prise en charge soit immédiate pour le bonheur de nos populations. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces réformes, nombreuses réformes qui s'opèrent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour que véritablement le social soit au service du développement. Merci à vous, honorable Gildas Agonkan. Vous avez un mot de fait? Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des animateurs, la direction. Vous faites un travail qui n'est pas toujours bien perçu en fonction de votre couverture. On aurait souhaité que vous alliez à une couverture plus large et que le travail de qualité, de rigueur que vous faites ici dans la recherche de la contradiction, qui va dans le sens de la vitalité de la démocratie et du relèvement de notre niveau de développement, soit partagé au niveau de tout le pays. Il faut souhaiter que vos autorités, vos responsables, en accompagnement avec la RAC, les institutions, puissent trouver les voies et moyens pour que la couverture de vos émissions soit sur tout le pays. On a besoin d'informations, on a besoin de vos animations et je souhaite que 2018 soit pour nous tous et pour vous une année de joie, de prospérité pour le bonheur de toutes nos populations. Kader Achiro. Amen, c'était un plaisir. Merci, c'est la fin donc de l'émission L'invité. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Gildas Agonkan, membre de la 7e législature, donc il est de la commission éducation et affaires sociales. On retiendra quelques phrases fortes de cet entretien. Il n'y a aucun mal à ce que le Parlement et l'exécutif s'entendent pour le développement d'un pays comme dans les grandes démocraties. En tout cas, l'honorable Gildas Agonkan a indiqué qu'il est droit dans ses bottes de député de la majorité parlementaire car le développement de la nation reste évidemment sa priorité. Et parlant de la révision de la Constitution, il a indiqué que les tests envoyés par l'exécutif étaient très bons, mais le contexte a déteint donc sur les tests. Beaucoup d'actions sont également effectuées par le gouvernement du président Talon, loin des caméras, a-t-il exprimé. Il a rappelé qu'il est bon de faire voir un peu ce qu'on fait sans passer par la propagande. C'est bien ça. J'espère que j'ai été fidèle dans le compte rendu. Merci à vous, honorable, d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'attention. Très bon dimanche à vous. Au revoir.